Bienvenue à toutes et à tous à cette session du programme achat circulaire et solidaire consacré aux emballages, qui, pour la plupart d'entre vous, n'est pas une, famille d'achat en soi, mais qui, est impliquée dans un grand nombre de vos marchés, tout marché impliquant une livraison, par exemple, peut être concerné. Donc bienvenue, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Je passe directement la parole à Hugo pour nous présenter le webinaire. Hugo Konzelman de, l'Institut national de l'économie circulaire. Merci Stéphanie. Vous connaissez déjà un petit peu peut-être le principe de ces webinaires, hein, donc le déroulé de la séance. Pendant une petite heure, ça va être d'abord un rappel des enjeux et des grands enjeux autour des emballages en France et dans le monde, et un rappel de l'actualité réglementaire. Puis après, on vous parlera un petit peu des outils, des guides et des ressources qui sont à votre disposition, hein, pour que vous puissiez approfondir ce sujet, ces questionnements. Et puis, on vous présentera enfin la fameuse grille méthodologique, hein, que nous avons élaborée pour vous aider à élaborer vos marchés. Et puis ensuite, on vous parlera également des événements à venir de ce programme achat. Alors, les enjeux circulaires autour des emballages. Il faut déjà qu'on réussisse à définir ce qu'est un emballage et qu'est-ce qui n'en est pas. Pour ça, on a un décret qui est paru, qui crée l'article R543-43 du Code de l'environnement et qui nous dit qu'un emballage, c'est tout objet, quelle que soit sa nature, des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages. À l'intérieur de cette notion d'emballage, il faut qu'on distingue deux choses. Il y a les emballages ménagers, qui sont les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux hors foyer. Et puis les emballages industriels et commerciaux, qui sont des emballages de transport entre professionnels, hein, et qui sont utilisés pour les approvisionnements et les expéditions. Alors en tant qu'acheteur public, vous êtes concerné par ces deux formes d'emballage pour vos marchés, par exemple, hein, je pense à l'événementiel ou à la restauration. Quelques éléments de définition pour dire ce qui est un emballage et ce qui n'est pas un emballage. Les capsules pour machines à boissons, par exemple les cafés, chocolat ou lait, qui se retrouvent vides après usage, ce sont des emballages. Mais par contre, ce qui n'est pas un emballage, ce sont les capsules de café, les sachets de café en pellicule d'aluminium et les dosettes, hein, vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est celles qui sont jetées en même temps que le café, par exemple. Qu'est-ce qui est un emballage? S'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente, les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries sont des emballages, par exemple. En revanche, n'en sont pas les papiers d'emballage qui sont vendus séparément. Et enfin, qu'est-ce qui est un emballage? Un autre exemple d'emballage, les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit constituent également des emballages. Par contre, les étiquettes RFID, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les étiquettes d'identification par radiofréquence, ou ce qu'on appelle des étiquettes anti-vol, ne sont pas des emballages, précise l'arrêté qui transpose une directive européenne. Alors, il existe une REP, hein, une responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, qui est inscrite dans le Code de l'environnement depuis 1992. Elle concerne toutes les entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés, consommés ou utilisés par des ménages, et implique leur responsabilité, hein, en matière de gestion de la fin de vie, pardon, de ces emballages ménagers, notamment la collecte, le tri, le recyclage, mais aussi l'éco-conception et l'information des consommateurs. Donc là, vous pouvez voir un petit peu quelles sont les entreprises concernées et quels sont les emballages concernés par cette responsabilité élargie du producteur. Quelques chiffres clés.
On s'aperçoit, alors bon, c'est les chiffres clés de 2020, on n'a pas encore de chiffres sur le volume en tonnes d'emballage ménager sur les années 2021 et 2022, encore moins du coup. On voit qu'il y a une évolution du volume de tonnage qui est un peu à la hausse et ça risque pas de s'améliorer à cause de la pandémie qui a eu lieu et des retards qui ont été pris dans l'application de la loi AGEC. On voit quand même qu'il y a près de 68% de ces emballages ménagers qui sont recyclés. Petit exemple aussi petite illustration sur la mise en marché des emballages en milliers de tonnes. On voit voilà, que c'est le verre qui domine, mais ce n'est pas forcément la bonne illustration, puisque là, on parle en tonnage. Alors, les emballages, il y a des impacts multiples, hein, puisqu'on voit que la consommation de carton en France, elle a été multipliée par 7 en 40 ans. L'emballage, il représente en général, en moyenne, dans un produit, 5% des émissions de gaz à effet de serre d'un produit. Et je donne cet exemple qui est assez parlant, ça représente 60% des émissions de gaz à effet de serre d'un paquet de pâtes. Chaque année, en France, c'est 5 millions de tonnes de plastique qui sont utilisées et les emballages ménagers et les emballages industriels et commerciaux en représentent 40%. Autre exemple d'impact important des emballages, là sur le verre, les fours qui produisent la matière première du verre nécessitent une température d'au moins 1300 degrés et donc utilisent de l'énergie qui n'est pas forcément décarbonée. Le secteur, il émet 11 millions de tonnes de CO2, soit 0,5% des émissions européennes. Alors, excusez-moi, il me manque une slide. Non, j'enchaîne après, Hugo. Ok, pardon, désolé. Plastique. Je te laisse faire le focus, du coup, Stéphanie, sur les emballages plastiques. Merci. Plastique, puisque c'est un secteur où il y a beaucoup de terminologie proche, mais avec des implications différentes. Donc, je voulais d'abord vous faire un point de définition, ensuite quelques instants un focus sur la fin de vie et des préconisations pour vos achats. Première chose à dire quand on parle de plastique, c'est qu'il n'y a pas un plastique, il y a en réalité des milliers de polymères différents avec des propriétés de matière et chimiques de chaque plastique qui sont différentes. Les avantages du plastique, c'est que c'est léger, donc en termes d'émissions de CO2 sur le transport, c'est plus favorable, par exemple, que des emballages en verre à usage unique, par opposition au verre à usage multiple, où la balance CO2 revient en la faveur du verre. Tous les plastiques sont étanches et sont résistants. Ces propriétés qui lui permettent de protéger les produits quand ils sont utilisés en termes d'emballage sont aussi des inconvénients sur la fin de vie. D'une part parce qu'ils sont légers, à nouveau, donc ça veut dire que sur les chaînes de tri, les films notamment, sont difficiles à repérer par les machines, les couteaux à air et les scanners. Ils sont étanches et résistants, donc en termes de fin de vie, si ça se perd dans la nature, c'est une catastrophe et il faut faire attention à comment notamment sur les plastiques biosourcés, leur résistance est une barrière parfois à leur bonne biodégradabilité. On voulait aussi vous faire un petit point de vocabulaire sur les bioplastiques. C'est un terme que vous voyez souvent et qui recouvre en réalité deux familles de plastiques différentes. Les plastiques biosourcés d'une part et les plastiques biodégradables. Alors, donc je vous invite, quand vous avez le terme bioplastique, par exemple dans un sourcing auprès de fournisseurs, à bien leur demander d'expliciter ce qu'ils entendent par bioplastique. Qu'est-ce qu'il s'agit d'un plastique biosourcé, c'est-à-dire réalisé à partir de biomasse. Donc ça peut être des coproduits locaux, de l'amidon de maïs, des résidus d'industriels agroalimentaires, ou bien ça peut être des produits
qui viennent de plus loin, par exemple de la canne à sucre. Donc attention aux émissions de CO2 aussi sur le transport des matériaux pour fabriquer ce plastique biosourcé. Quand on parle de plastique biosourcé, ça ne veut pas dire que le plastique est 100% biosourcé. Ça veut dire qu'il y a à minima un petit peu de biomasse dedans. Mais un plastique qu'un prestataire n'aura aucun scrupule à labelliser biosourcé peut être à 5% biosourcé et à 95% à base de pétrole, donc pétrosourcé. Il n'y a pas encore de réglementation sur le sujet. Le Comité européen de normalisation recommande de réserver le terme biosourcé à partir du moment où c'est minimum 40% de biosourcé, sous-entendu 60% de pétrosourcé. Mais donc ça aura des implications aussi, le fait de le pourcentage de biosourcé versus pétrosourcé a des implications en termes de recyclage, voire de biodégradabilité. Un plastique 100%, même 100% biosourcé, n'est pas forcément recyclable. À l'inverse, tous les plastiques biodégradables, pardon. À l'inverse, tous les plastiques biodégradables sont 100% biosourcés, enfin, sont biosourcés. Quand on parle de biodégradabilité, c'est quoi? Ça veut dire qu'on le met en installation de compost et que le processus chimique se réverse et peut permettre de refaire du compost. En fonction de l'épaisseur du matériau plastique, les conditions de biodégradabilité seront plus ou moins exigeantes. Si vous avez des films très fins, par exemple ceux pour les sacs à biodéchets que vous avez dans votre cuisine, c'est très fin, ça peut être composté à domicile. La biodégradabilité de ce matériau très fin peut se faire dans des conditions un petit peu génériques. En revanche, sur les matériaux plus épais, par exemple les bioplastiques PLA, acide polyactique, doivent être dégradés dans des conditions spécifiques de température et d'humidité. Pour cela, il faut que ça passe par des installations de compost industriel, donc gérées par des professionnels qui vont vérifier la température, les conditions d'hygrométrie, etc. Donc, quand vous avez un plastique biodégradable, vérifiez bien si c'est en installation à domicile ou bien en une norme de compostage en installation agréée. Donc, ICPE, c'est installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, les sites de compost industriels. Ce que ça implique sur un plastique biodégradable, c'est-à-dire que si vous n'avez pas sur place d'exutoire de compost, si vous le mettez dans une poubelle normale, le plastique biodégradable ne sera pas forcément effectivement biodégradé. Attention. Donc, c'est à vous de faire l'équilibre entre quelle fin de vie, d'anticiper dans votre marché la fin de vie du plastique, de votre emballage, et ce qui pourra être rejoindre une installation de compost agréé. Ça veut dire que vous avez le bon contrat d'enlèvement des déchets qui permet de séparer ces déchets-là et de les envoyer séparément en installation agréée. Si ça va dans votre poubelle normale, il n'y a pas votre poubelle recyclable normale n'est pas en installation de compost, il n'y a pas forcément un avantage à favoriser le produit biodégradable. Petit point de vocabulaire sur les plastiques oxofragmentables. Normalement, c'est interdit, vous n'en trouvez plus. Certains prestataires continuent à essayer de finir d'écouler leur stock. Attention, si quelqu'un vous parle de bioplastique, mais qui ne peut pas garantir qu'il est biodégradable, ni biosourcé, il s'agit peut-être d'un plastique 100% pétrosourcé, donc de pétrole, qui se fragmente à l'oxygène, à l'air. Donc ça, c'est une catastrophe d'un point de vue environnemental puisque ça produit plein de microplastiques et donc de la pollution derrière. Donc normalement, c'est interdit pour les sacs plastiques depuis 2015 sur le marché français et pour tous les matériaux, c'est interdit depuis janvier 2021. Attention à certains prestataires peu scrupuleux qui essayent d'écouler des fins de stock. Le deuxième point que je voulais vous faire, donc c'est le slide suivant, c'est la différence entre quelque chose qui est recyclable et qui sera effectivement recyclé ou biodégradable et qui sera effectivement biodégradé. C'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que pour qu'un emballage plastique rejoigne le bon exutoire, ça implique un contrat de déchets idoine sur le site où le produit sera effectivement jeté. Donc sur l'événementiel, si vous êtes sur un salon, soit vous ramenez vos emballages plastiques dans vos locaux, vous savez que vous avez le contrat de collecte qui permet l'enlèvement de ces déchets, soit vous les laissez sur place, mais à ce moment-là, il faut vérifier si vous souhaitez que ce soit effectivement recyclé ou effectivement biodégradé, que le site
a le bon contrat de collecte et le bon contrat de traitement derrière. Ça implique également le bon geste de tri par tous les acteurs. Ça veut dire vos collaborateurs dans les bureaux, bien leur expliquer que ces gobelets-là doivent aller dans telle poubelle, puisqu'il y a une filière de compost qui est prévue, par exemple. Également former le personnel de nettoyage et tous les acteurs de la chaîne jusqu'à ce que ça soit transféré aux prestataires de collecte. Et enfin, sur le traitement, si vous voulez bien anticiper la fin de vie de votre emballage, vérifiez où votre emballage sera traité. L'impact carbone de votre emballage, de la fin de vie de votre emballage, dépendra de la distance entre le point le point où il est jeté et l'installation de traitement. Si vous êtes juste à côté d'une installation de compost, ça vaut la peine de favoriser des plastiques biodégradables qui seront valorisés dans une installation de traitement classée pour la protection de l'environnement. Si vous êtes très loin d'un centre de compost et juste à côté d'une usine de recyclage, il peut être plus favorable d'un point de vue CO2 de choisir des plastiques recyclables qui seront effectivement recyclés puisque vous aurez le bon contrat de collecte. Un plastique biodégradable peut être recyclable également. Précision. Et tout ça, ça implique que l'emballage plastique soit propre. Donc si vous avez de la nourriture encore dans les emballages, ça complique grandement le traitement, d'où la nécessité de bien vider les emballages. Pas besoin de les rincer, ça augmente l'impact eau de vos emballages. Et dernier point, j'en finirai par ce slide, quelques préconisations sur vos emballages. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à expliciter vos attentes emballage dans tous les marchés impliquant une livraison. Vous achetez des brochures, vous avez fait un marché événementiel avec des goodies, etc. Bien anticiper les emballages et leur fin de vie. Avez-vous vraiment besoin de tous les emballages? Avez-vous besoin de suremballage? Précisez-le bien pour limiter au maximum les emballages non nécessaires. Et expliciter aussi la fin de vie que vous souhaitez pour ces emballages. Et n'hésitez pas à accompagner les titulaires de votre marché dans votre démarche, les titulaires et même les titulaires potentiels, donc dès le CCTP, à bien spécifier ce que c'est que biosourcé, biodégradable, etc. Puisque parfois les titulaires de marché, de bonne foi, sont un peu flous sur les différentes appellations qu'on vient de voir ensemble, bioplastique, biosourcé, biodégradable, recyclé, recyclable. Donc il est nécessaire, si vous souhaitez bien avoir un contrôle du processus, d'être explicite, de leur rappeler la loi que va vous présenter Hugo dans un instant, et de bien faire les spécifications de ce dont vous avez réellement besoin ou pas. Et donc je passe la parole à Hugo pour l'actualité réglementaire, que je vous invite donc à respécifier à vos titulaires potentiels de marché. Merci Stéphanie. Oui, il y a une actualité réglementaire qui a beaucoup évolué ces dernières années autour des emballages et a commencé par la loi Egalim. Alors, la loi Egalim, elle a principalement permis des avancées dans la restauration collective en actant la fin des bouteilles d'eau plate en plastique pour la restauration scolaire, par exemple, en actant aussi la fin de l'utilisation des gobelets, des couverts, des assiettes, des récipients à usage unique dans le cadre des services de repas à domicile, avec une obligation de proposer un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables pour la vente à emporter à partir du 1er janvier 2025. Ça peut poser quelques problèmes logistiques, hein. On sait qu'il y a certains acteurs qui n'arrivent pas encore à proposer un contenant, à trouver la formule pour proposer un contenant réutilisable, notamment pour la vente et le portage à domicile. Il y a aussi des contraintes qui peuvent être des contraintes de logistique, des contraintes de poids, des contraintes de prix. Et dans les services de restauration collective, souvent, tout est étudié pour l'usage unique. Donc, il y a une complexité pour l'usage du réemployable, notamment à cause de l'espace et du circuit mis en place. Et là, il faut vraiment, il va sans doute falloir, par exemple, construire des laveries supplémentaires pour les emballages réemployables. Et ça implique aussi de diminuer la quantité de repas produits pour un même espace. Voilà pour la loi Egalim.
Pour la loi AGEC, qui est donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il y a pas mal d'objectifs qui sont ambitieux et il y a de nombreuses interdictions aussi qui ont été mises en place. Il y a 2 grands objectifs qui sont dans cette loi, c'est l'interdiction du plastique à usage unique en 2040 et c'est le 100% plastique recyclé en 2025. Alors bon, c'est 2 objectifs qui peuvent aussi apparaître contradictoires, mais qui ont leur utilité chacun. Il y a des interdictions spécifiques, notamment l'interdiction de plastique à usage unique. Donc, il y a un lot très large de types de plastique à usage unique qui ont été interdits et qui vont être interdits au cours des prochaines années. Donc, on a les pailles, les confettis, les couverts, les contenants en plastique. Je ne sais pas si vous avez vu depuis le 1er janvier, si vous êtes abonné à des journaux que vous recevez dans votre boîte aux lettres, eh ben, il n'y a plus de films de routage en plastique pour les publications de presse. Maintenant, c'est des films en papier. Et puis, il y a aussi également une interdiction à la vente de sachets de thé, par exemple, qui serait non biodégradable. Il y a également, en application de cette loi AGEC, une stratégie 3R qui a été mise en place par un décret pour la période de 2021-2025. Ces 3R, c'est quoi? C'est réduire, recycler, réutiliser. Alors, avec des grands objectifs, un objectif de 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici la fin 2025, dont au moins la moitié obtenue par un recours au réemploi et à la réutilisation. Donc, c'est quand même un gros défi. Un objectif de tendre vers le 100% des emballages, vers une réduction pardon, de 100% des emballages plastiques à usage unique dits inutiles, tels que donc les blisters plastiques autour des piles et des ampoules. Donc ça, c'est d'ici la fin 2025. Et puis, je vous en parlais, du coup, un objectif de tendre, ce décret vient préciser l'objectif de tendre vers 100% de recyclage des emballages plastiques à usage unique. Voilà, à peu près pour ces rappels réglementaires en gros. Vous voyez ce calendrier, là, il s'étend vraiment sur plusieurs années. Et tout ça pour nous amener voilà, vers une société beaucoup moins dépendante du plastique. Mais il va y avoir beaucoup d'enjeux, notamment au niveau européen. Il va y avoir beaucoup d'enjeux pour mettre en place ces mesures. Et je pense notamment, par exemple, à l'interdiction des microplastiques. Ça, c'est quelque chose qui va, par exemple, se jouer beaucoup plus au niveau européen. Alors, les ressources qui vont vous permettre d'approfondir sur le sujet, vous allez avoir, je crois que Stéphanie partagera tous les liens qu'il peut y avoir que j'ai mis sur la présentation. Vous avez le COTREP qui a mis en place des documents sur la recyclabilité des emballages plastiques. Vous avez l'ADEME qui a fait un document sur le réemploi des emballages et les alternatives aux emballages plastiques à usage unique. Vous avez Citeo qui est quand même l'éco-organisme principal autour de ce sujet-là et qui fait un gros travail là-dessus de défrichage autour des emballages pour expliquer comment se passer des emballages plastiques et avancer vers le réemploi et la réutilisation des emballages. Et vous connaissez sans doute la clause verte, qui est un outil en ligne qui est destiné aux acheteurs publics pour faciliter l'intégration des clauses environnementales. Et là, vous avez quelques clauses spécifiques intéressantes, une clause sur les emballages alimentaires, une clause sur le schéma d'organisation et de gestion des déchets, et sur la pondération des critères. Voilà, on passe un peu vite là-dessus pour pouvoir avoir un peu de temps sur la grille méthodologique que vous connaissez peut-être. L'idée, c'est de compartimenter un petit peu, tout un marché public pour voir comment à chaque étape, vous pouvez inclure l'économie circulaire, la mettre en œuvre. Et donc, je vais partager cette grille immédiatement.
Hop. Est-ce que tout le monde la voit? C'est bon? Voilà, parfait. Alors, c'est donc pour la famille d'achat emballage. On a des sous-segments qui vont concerner la logistique, l'événementiel, la restauration collective, les fournitures de bureau. Et alors, dans la thématique, la thématique approvisionnement durable, il faut par exemple déjà regarder sur l'extraction des matières premières. Donc avant chaque achat, vérifier que le produit recherché n'est pas déjà en stock, éviter le suréquipement au besoin, s'assurer de la composition des produits, donc privilégier des alliages simples, limiter la quantité, hein, notamment d'emballage plastique dans les matières utilisées, se renseigner sur l'origine des produits et les conditions environnementales d'extraction de ces produits, donc les besoins en eau, en pollution des sols, enfin la pollution des sols, pardon, la raréfaction des réserves, etc. Et là, vous avez là-dessus un bon exemple donc, que j'évoquais juste avant, c'est la clause verte et sa clause emballage alimentaire qui permet de prévenir l'utilisation des emballages plastiques à usage unique. Sur les matériaux, il faut avoir des équipements qui sont éco-conçus en vue d'être démontables, composés de matériaux recyclables, plastiques, des équipements, matériaux récupérables, etc. Sur la possibilité d'intégration des matières recyclées, bon, ben, bien évidemment, il faut privilégier les emballages qui intègrent des matières recyclées, principalement aussi dans le cas du plastique. Il faut aussi essayer de privilégier un approvisionnement en emballage qui serait réutilisable ou issu du réemploi. Par exemple, dans un marché d'événementiel, privilégier les X-banners au kakémono pour faciliter la réemploi de toutes ces structures pour des événements ultérieurs. On a parlé des matériaux bioplastiques, des matériaux biosourcés. C'est bien aussi de privilégier les emballages en bois, pardon. Il y a également le sujet d'une réflexion sur la deuxième vie des équipements achetés. Donc, il faut se fournir en matériel pouvant être utilisé par les employés pour un usage personnel à la fin de l'usage professionnel. Sur la réparabilité, bah, c'est principalement du matériel démontable hein, sur lequel il faut se concentrer. Alors sur le processus de production, là c'est pareil, il faut privilégier les matières les moins consommatrices d'énergie pour la création de la matière première. Donc bah, par exemple privilégier le carton, pareil pour la consommation d'eau, privilégier aussi les matières en utilisant le moins d'espace possible et de ressources, et si possible, avoir un indicateur de réduction de la consommation énergétique dans le processus de production avec un bilan carbone. Privilégier aussi, regarder la provenance des emballages et privilégier les livraisons bas carbone, donc regarder les kilomètres parcourus par exemple pour le lavage des contenants hein, dans un marché de restauration collective, et puis bon, privilégier les modes de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Dans les contrats de location, c'est bien d'intégrer une clause demandant aux prestataires de limiter ces emballages et d'être attentif à leur recyclabilité. Et puis, bon, bah, utiliser des emballages consignés hein, pour le verre, notamment, ça marche bien. Bon, sur l'EIT, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, mais il faut être attentif aux démarches d'EIT sur son territoire, bien évidemment. Pour ce qui est de l'usage et de la maintenance des fournitures, si les emballages sont stockés, il faut veiller à ce qu'ils soient entreposés dans des conditions qui permettent leur réemploi.
Pour la réparation de certains emballages, c'est bien de privilégier, voilà, de réparer le matériel autant que possible, de choisir des produits avec une longue durée de vie, une longue durée d'usage, et inclure, par exemple, la réparation dans le contrat de maintenance ou dans le contrat initial du fournisseur. Il y a aussi voilà, la possibilité de réemployer les équipements le plus possible, mais là, ça ne concerne pas forcément les emballages, mais c'est quand même un sujet important. Quand on achète des équipements reconditionnés ou issus du réemploi, c'est bien d'éviter également les emballages. Voilà, et puis sur la gestion des déchets, avant chaque achat, il faut bien vérifier, donc comme je l'ai déjà dit, que le produit recherché n'est pas déjà en stock, pour éviter des livraisons qui seraient plastifiées, par exemple. Pour le recyclage, vous pouvez donc faire appel à un éco-organisme pour la gestion des emballages. Comme je vous disais tout à l'heure, Citeo, Adelph et l'Eco, qui sont les principaux éco-organismes responsables de la gestion des emballages. Bien évidemment, trier systématiquement les emballages. Pour les emballages plastiques souples, préférez les emballages transparents, puisque c'est les plus faciles à recycler. Et puis, privilégier les emballages, bien sûr, éco-responsables. Donc, voilà, vous pouvez détailler dans votre marché quel emballage vous souhaitez privilégier. Donc, et voilà, j'ai mis quelques exemples: le papier froissé, ou le carton ondulé, crêpé, etc. Très facilement recyclables. Ils seront préférés aux emballages plastiques qui sont difficilement recyclables. Quel type papier bulle, film plastique, feuille de mousse, etc., qu'on retrouve très souvent dans les emballages. Et puis, pour la valorisation énergétique du produit, c'est un peu l'ultime étape qu'on ne souhaite pas forcément atteindre, mais vous pouvez également faire appel aux éco-organismes pour la gestion des emballages, et pour la possibilité de don. Là, c'est un peu moins pertinent. Pour ce qui est du volet ESS, je laisse la parole à Eva. Merci Hugo. Alors j'ai un gros écho qui vient de chez toi. Parfait, merci. Donc, effectivement, comme l'a rappelé Stéphanie en début de session, la thématique emballage, c'est une thématique qui est assez transversale finalement sur beaucoup de vos achats, notamment sur les achats de fournitures qui impliquent de la livraison. Donc je ne vais pas pouvoir aujourd'hui vous détailler, comme on l'a fait sur les précédentes sessions, à proprement parler des techniques d'achat très précises sur comment impliquer de l'ESS dans ces marchés, puisque finalement les entreprises de l'ESS sur ces sujets-là, elles vont souvent se positionner comme des sous-traitants, puisque quand on parle d'achat socialement responsable, et d'autant plus d'achat solidaire, donc auprès de l'ESS, on adresse le volet vraiment à qui on achète. Mais néanmoins, il y a quand même des enjeux un peu à décrypter sur la partie ESS, puisque les entreprises de l'ESS sont assez fortement positionnées sur ces sujets de production d'emballage ou de conditionnement. Donc vraiment, les activités de conditionnement, c'est vraiment leur jambe forte sur ce sujet des emballages. On va les retrouver sur des activités de colisage, de mise sous pli, d'assemblage à façon. Et puis, avec cette croissance et cet enjeu environnemental vraiment de plus en plus important, les structures de l'ESS sont assez innovantes sur ces sujets-là, et comme toujours, elles viennent vraiment recouper avec ces enjeux d'économie circulaire, en proposant de plus en plus des solutions d'emballage réutilisable, et également en se positionnant sur les sujets de gestion de la fin de vie. Donc gestion de la fin de vie, ça implique tout simplement du recyclage brut, où les structures de l'ESS vont être pertinentes pour faire de l'achat, par exemple, au poids,
des emballages, avec vraiment des solutions qui essayent d'être les plus respectueuses possibles de l'environnement. On va également retrouver sur de la gestion de la fin de vie vraiment tout ce qui touche à l'upcycling, donc la reprise d'emballage pour en faire de nouveaux objets. Et voilà, donc de toute façon, le sujet de vraiment de la gestion de la fin de vie, c'est un sujet sur lequel l'ESS est très présente, peu importe la thématique. Et donc cette grille, voilà, on a comme indicateur, l'intensité de la main-d'œuvre et le niveau de qualification demandé puisque, assez généralement, on a l'habitude de dire que quand l'intensité de la main-d'œuvre est importante et que le niveau de qualification demandé n'est pas très important, l'économie sociale et solidaire est assez, présente, notamment, les structures d'insertion et du handicap. Donc parmi les acteurs mobilisables, connus, on a, beaucoup d'ESAT, notamment. Donc là, je vous en ai listé quelques-uns, qui sont répartis, un peu partout sur le territoire, mais c'est évidemment une liste, non exhaustive. Et donc ces structures-là, elles sont, notamment sur les activités, de conditionnement. J'ai fait un petit espace pour bien scinder les activités. Puis on retrouve également, des sociétés commerciales, agréées, ESUS, notamment Usage, et Pandobac qui sont, beaucoup, sur ces sujets, de fourniture d'emballages, réutilisables, ou même de démarches plutôt, zéro déchet. Donc voilà, c'est 2 types de structures de l'ESS qu'on peut retrouver sur les sujets. Mais on aura notre prochain webinaire la semaine prochaine, sur, les retours d'expérience et portraits d'acteurs dans lequel, mon collègue, Manuel vous donnera un peu plus de détails sur, des exemples d'acteurs qui sont, mobilisables sur la thématique emballage. Hugo, je veux bien que tu descendes un petit peu. Voilà, donc plutôt sur les enjeux sociaux. Ça va être des éléments que vous pouvez potentiellement retranscrire, dans vos cahiers des charges si vous avez conscience, si vous avez bien identifié le type d'emballage qui vont être, liés, à votre achat, notamment sur les emballages plutôt lourds, comme l'inox, et le verre. Un enjeu social important sur la santé et sécurité au travail, ça va être, l'enjeu de la pénibilité puisque, ces emballages qui sont lourds, ils demandent beaucoup de manipulation, ça peut, amener à des, troubles musculo-squelettiques qui sont liés à la posture. Donc comment faire pour, valoriser une démarche, vertueuse, dans ses achats, sur le sujet des emballages? Et ben, tout simplement, on va pouvoir demander éventuellement à son fournisseur, de détailler les moyens mis en œuvre pour pallier ces potentiels, soucis. Sur le sujet de la santé et sécurité des consommateurs, il faut évidemment, veiller à ce que notre fournisseur, propose des emballages qui respectent toutes les conditions, d'hygiène sanitaire, notamment quand il s'agit, d'emballages alimentaires. Donc ça, c'est également des choses qu'on peut retranscrire, dans vos cahiers des charges. Voilà, globalement sur les enjeux, d'achat solidaire et enjeux sociaux. On va passer rapidement, comme je vous le disais, aux techniques d'achat solidaire qui, vraiment sur ce sujet sont pas forcément, les plus développées, mais on peut quand même, essayer d'y réfléchir sur comment on peut, permettre, à ce que l'économie sociale et solidaire se positionne, au mieux sur les marchés qui impliquent en fait de grandes quantités, d'emballage. La technique d'achat la plus propice, c'est évidemment, la clause sociale puisque, comme je vous le disais, les entreprises de l'ESS, elles sont présentes sur, les sujets de conditionnement. Donc si il y a des, possibilités de conditionnement, on va pouvoir se dire qu'on peut intégrer une clause sociale et ça va encourager notre titulaire, à avoir recours à des structures de l'ESS. Un élément, que nous, du côté de l'AES, on a l'habitude de faire quand on accompagne nos clients et des donneurs d'ordre privés comme publics, c'est d'inciter à, identifier les métiers propices puisque le titulaire, il est libre, d'exécuter la clause sociale de la manière dont il le souhaite. Néanmoins, si vous donnez un maximum d'informations, dans le CCTP en précisant que les structures de l'ESS, sont capables d'assurer, les missions, de conditionnement, de réutilisation des emballages et cetera. C'est, d'autant plus, d'éléments pour l'inciter en fait, à aller plus loin et avoir recours, à de l'ESS. Évidemment toujours à mettre en perspective d'un sourcing, approfondi. C'est le cas pour toutes les techniques d'achat solidaire. On ne va pas pouvoir imposer un marché réservé si derrière il y a personne, c'est plutôt évident. Hem
Et enfin, du coup, si on impose une clause sociale, un critère de sélection des offres pourrait être aussi de détailler de quelle façon cette clause sociale est mise en œuvre. Donc voilà, c'est deux leviers qu'on a sur des marchés où la thématique emballage est assez prépondérante, qui vont nous permettre d'encourager l'accès des ESS, même en sous-traitance, sur ces marchés-là. Voilà. Du coup, on peut continuer et on va vous faire un petit rappel des différents modules qui sont disponibles dans le cadre du programme Achat solidaire. Les conseils minutes, c'est vraiment un module très court qui vous permet, sur un créneau de 30 minutes, de venir vraiment avec une problématique ciblée, que ce soit sur un marché que vous avez identifié ou sur voilà, n'importe quel en fait, questionnement relatif avec vos achats. De rencontrer l'équipe, en tout cas moi et ma collègue Caroline qui n'est pas présente aujourd'hui. Mais voilà, on vient pendant une demi-heure adresser cette problématique. Le lien d'inscription, il est toujours disponible. Attention tout de même, c'est un module qui reste réservé aux adhérents INEC, OPSAR, acheteurs des canaux ou de l'AES, et également les communes et les territoires de la MGP. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on est disponible vraiment tous les vendredis entre 10h et 11h, c'est fait pour vous, c'est un accompagnement qui est personnalisé, donc c'est vraiment utile. Je pense qu'on pourra faire peut-être un jour témoigner des participants qui ont déjà eu recours à ces conseils minutes. Mais voilà, c'est particulièrement adapté si vous avez un projet d'achat identifié et vous bloquez sur un élément. N'hésitez surtout pas à nous donner quelques éléments de contexte avant de vous inscrire pour qu'éventuellement on puisse faire quelques recherches en amont de notre point. Voilà. On a également les groupes de travail. Alors le premier groupe de travail a lieu demain. Les groupes de travail, du coup, ça va vraiment être des sessions de 3 heures sur lesquelles on identifie un projet d'achat sur lequel vous souhaitez avancer. Nous, on organise la session vraiment comme avec un vrai fil conducteur sur les différentes étapes de l'achat et on vous accompagne sur la redéfinition des besoins, le sourcing, la rédaction des documents et l'intégration de clauses ou de choix de critères dans vos documents de consultation. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une mise en œuvre opérationnelle de l'intégration de l'économie circulaire et de l'ESS sur des projets d'achat qui nous paraissent propices. Je précise que parfois, au cours des conseils minutes, selon la maturité de votre projet d'achat, on peut se dire que finalement, ce serait un bon sujet pour un groupe de travail. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour quelques participants. On a identifié le projet au cours d'un conseil minute et on a redirigé vers un groupe de travail. Donc, c'est vraiment, ça peut être complémentaire finalement. Et encore une fois, ce module est réservé aux adhérents INEC, OPSAR, Cano et au territoire de la MGP. Et donc sur les prochaines étapes, je précisais tout à l'heure que le premier groupe de travail a lieu demain. On aura 3 participants et dès la semaine prochaine, on aura la session retour d'expérience et présentation de portraits d'acteurs de l'ESS sur la thématique des emballages. Donc on espère vous y voir nombreux. Et donc ça sera la dernière session avant l'été puisque on reviendra le 4 septembre avec 2 nouvelles thématiques qui sont en cours de validation, qu'on essaye d'avoir, on essaye vraiment qu'elles soient adaptées à vos besoins et voilà. Donc vous pouvez retrouver toutes les ressources qu'on aura partagées aujourd'hui et sur les différents webinaires sur la plateforme Rapide, où il me semble que Stéphanie met tout en ligne au fur et à mesure. Tout à fait, c'est l'équipe de l'INEC qui met tout en ligne. Donc ce sera fait dans la journée ou demain par notre collègue. Et sur les thématiques, n'hésitez pas à nous faire remonter dans le chat ou par email les sujets qui vous intéresseraient. On a préciblé la thématique matériaux biosourcés pour le bâtiment, ainsi que la thématique puériculture,
pour tous les achats de crèches d'entreprises ou crèches publiques, centres aérés, etc. Si vous avez d'autres thématiques qui vous posent problème, il y a toujours la possibilité de les aborder dès la semaine prochaine dans les conseils minutes. Mais si vous souhaitez qu'on fasse un focus plus pointu comme on a fait aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le signaler. Un grand merci pour toutes vos questions. Je vais finir d'y répondre dans le chat une fois qu'on aura fini ce webinaire. Et un grand merci pour votre participation. Et on vous dit à la semaine prochaine pour la session retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.